mon retour, rien n'avait vraiment changé ici. Rien sauf moi. De l'excitation des retrouvailles à la nostalgie des photos, j'avais traversé tout un éventail d'émotions. Après quelques mois de recul, il est temps pour moi de faire le bilan pour à nouveau pouvoir regarder de l'avant. La rencontre avec d'autres voyageurs dans mon cas m'a réconfortée, comme s'ils étaient les seuls à vraiment comprendre. Je leur ai d'abord demandé pourquoi ils étaient partis, comme moi, à l'autre bout du monde. Un visa Working Holiday en poche, alors qu'à la vingtaine, tout les poussait à rentrer dans le moule. J'étais très loin d'être sûr de ce que je voulais faire. Je sortais d'un DUT commerce qui m'avait intéressé, mais j'étais loin de savoir quel métier vraiment je voulais faire. Et comme on dit, les voyages forment la jeunesse, donc je me suis dit autant faire un voyage pour se former, et voilà. Alors en fait, moi j'arrivais en une sorte de fin de cycle. J'avais mon job qui se terminait, je devais rendre mon appart. Ça s'était fini avec ma copine à l'époque, donc j'avais un petit peu tout qui s'arrêtait. Et du jour au lendemain, je me suis dit tiens, j'ai envie un peu de tenter l'aventure. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Après, si je fais carrière, j'aurai pas le temps de partir aussi longtemps. C'est vraiment sortir de la zone de confort pour rejoindre une aventure à l'autre bout du monde, quoi. Moi, je m'attendais à une vie à la Scarface en allant là-bas. C'est-à-dire que voilà, t'arrives dans un pays où t'es personne, enfin t'es plus rien et tu reconstruis ta vie de A à Z. J'avais envie de vivre l'expérience de l'étranger, de revenir avec un bon niveau d'anglais. Et j'ai commencé à choisir les pays où je pourrais aller. Et puis c'était vite la déprime avec l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. Moi, j'avais envie vraiment d'un changement de vie radical, quoi, de voir ce que ça allait être d'être livré à soi-même vraiment et de plus être dans ce système habituel de tous les jours, quoi. Et c'était vraiment avant de me plonger dans la vraie vie sérieuse du salariat, j'avais envie d'aller vivre l'expérience d'un an à faire plein de métiers différents. Et je ne savais pas vraiment en plus ce que j'allais faire. Je suis partie avec plein de plans. Et ces plans ne se sont pas du tout déroulés comme il était prévu qu'ils se déroulent. J'ai acheté mon billet, j'ai pris mon Working Holiday Visa et bam, je suis partie pour un an de voyage là-bas. Pour les uns, tout quitter. Pour les autres, se retrouver, décoller ou sauter dans le vide. D'ailleurs, mes proches n'étaient pas tous enthousiastes face à mon départ. La réaction de mes proches avant mon départ, une catastrophe totale. Mes parents qui étaient désespérés parce que j'étais bien parti aux études, comme je te disais. Ils me voyaient déjà assistant en banque, avoir une belle carrière, une femme, des gosses, le labrador et l'espace qu'allait suivre. Moi, c'était pas du tout mon envie du moment. C'était mais tu vas perdre ton temps, tu vas passer un an là-bas, tu vas revenir, tu auras tout perdu, tu auras tout raté. Ça sert à rien, reste ici, c'est mieux, fais carrière. Pour eux, c'était on part faire des vacances pendant un an, pendant qu'il y en a qui travaillent. Mes amis m'ont encouragée, mais mes parents, surtout ma mère, m'a dit « Non mais, franchement, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ?» Moi, ils ont tout de suite dit « C'est cool, vas-y, c'est une super expérience. » J'ai la chance d'avoir des parents super moteurs qui étaient en mode « Profite, pars ». Ils se sont dit pourquoi pas. Ma mère, comme d'habitude, elle s'est dit ça va être loin mon fils. Mais bon. Et Skype. Au moment de prendre sa décision, il existe tout un tas de raisons pour ne pas se lancer. Parmi elles, la barrière de la langue. Quelle angoisse de s'imaginer seul, au bout du monde, lost in translation. J'étais très nul en anglais, mais vraiment très très nul. J'avais passé le TOEIC à plouf plouf et j'ai eu 500 de justesse. Je venais de passer 7 ans en école de commerce à faire de l'anglais quasiment tous les jours et je ne comprenais rien. J'appelais pour trouver du boulot et ils me donnaient des rendez-vous et des entretiens et je raccrochais sans avoir compris le lieu où on devait se retrouver. Et là, je me disais, mais tu vas jamais trouver de boulot, ma cocotte, tu vois. J'avais envie de dire des choses, mais ça sortait pas, en fait. C'était... Je savais, je disais, ah oui, je veux réagir à ce qu'il a dit, je comprenais, mais le temps de mettre les mots dans le bon sens, j'étais là... Alors, on était passé à un autre sujet, donc c'était un peu difficile au départ. J'avais beaucoup de mal à parler, à comprendre. À côté de ça, mon pote, lui, avait autant de mal à comprendre que moi, mais parlait en fait. Il enchaînait les mots, et vraiment, si j'avais un conseil à donner, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est même si ça n'a aucun sens, limite ce que tu dis, c'est enchaîner les mots, et au bout d'un moment, ça vient. Tu te prends un vent, et basta, tu traces ta route. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. On est vraiment ressorti avec un niveau, comme j'aurais jamais pensé que tu pouvais acquérir au bout de 2 mois.
Parce qu'à parler 24 heures sur 24, au bout d'un moment, on a fini par rêver en anglais, quoi. L'étranger m'apparaissait comme un grand vide. C'est avec ma curiosité comme seule arme que je me lançais dans l'aventure. Ma peur, qu'il y ait comme en France toute une montagne de procédures. L'herbe était-elle plus verte ailleurs ? Ouais, ça a vraiment été fluide, quoi. Avec un peu de stress parce que c'était le premier gros voyage, j'avais 19 ans, mais ça s'est vraiment passé super fluide parce que d'obtenir un visa qui te permet de travailler, d'obtenir ce visa en moins de 48 heures, c'est merveilleux, quoi. Et voilà, il suffit juste de remplir plus ou moins un document. Si t'as pas tué quelqu'un ou si tu n'as pas fait quelque chose de mal, je crois que tu peux l'avoir. Le Working Holiday Visa, tu l'as en 10 minutes sur Internet. Ton billet, tu l'as en 10 minutes en payant ta carte bleue. L'assurance, puis c'est parti, quoi. C'est vrai que le PVT Canada, il est compliqué parce que par rapport aux autres PVT, il faut attendre une date, il faut rentrer dans les quotas. On est resté quand même 1 mois et demi. À pas savoir si moi j'allais l'avoir ou pas en fait. Et on était en train d'imaginer des plans de qu'est-ce que tu fais, tu me rejoins pendant 6 mois en tourisme et puis au bout de 6 mois, bah toi tu reviens, puis moi je continue toute seule le PVT. Dès que tu arrives sur place, tu peux ouvrir une ligne de téléphone relativement facilement. Tu prends une banque, t'as pas besoin de ramener 15 000 documents et t'ouvres un compte facilement aussi. Alors par rapport à la France, c'est plus facile. Bizarrement, même si on est étranger, qu'on parle pas très bien la langue. Donc très vite, en fait, t'es en place, en fait. Tu peux trouver un appartement parce que ça marche par semaine. C'est pas comme en France, par mois. T'as pas besoin non plus de déposer des papiers pour prouver que ton père est millionnaire, etc. Voiture, en 3 minutes, t'as une voiture avec ta carte grise et... Des choses comme ça, c'est plus facile. En tout cas, pour moi, ça l'a été. 1 an sans les miens, c'était du jamais vu. La distance m'a permis de faire le tri dans mes amis et même de me rapprocher de certaines personnes de ma famille grâce à Internet. J'avais beau être à 17 000 km de la France, finalement, ma mère m'a dit une phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit « Je te voyais plus que quand t'étais à Paris ». En général, mes parents m'appelaient une fois par semaine, on va dire au début. On a essayé de tenir ce créneau-là parce qu'eux avaient vraiment besoin de m'entendre. Moi, au début, pas beaucoup finalement, parce que j'étais vraiment dans mon trip et ça se passait tellement bien que ça allait. Moi, j'ai oublié de filer des nouvelles en fait. Parce que je passais tellement de temps à kiffer entre les soirées, les découvertes, les excursions, que je me forçais à mettre à jour mon blog pour tenir mes proches au courant. T'as un quotidien qui se crée dans le pays où t'es, et en fait, très vite, t'as aussi des amis là où t'es, quoi. Donc voilà, tes amis en France, ils sont loin, tu peux pas vivre le quotidien avec eux et faire les fêtes avec eux. Bon, bah là, t'es ailleurs avec d'autres gens, et puis qui deviennent aussi des amis, donc bah... Voilà, ton quotidien, il se déplace aussi, quoi. Des fois, voilà, c'est le petit mail. Bon, si t'as pas de news depuis une semaine, tu t'inquiètes pas, quoi. C'est que là, je pars en trip. Travailler sur la route, c'est l'opportunité d'avoir une approche différente du lieu. De cesser d'être spectateur pour vraiment s'intégrer au pays. Des petits jobs, souvent dans les fermes ou dans les cafés, pour un travail physique et des horaires très aléatoires. Ces jobs, sans réel engagement, ont eu le mérite de me laisser du temps libre pour visiter le pays. J'avais pour projet aussi de bosser au départ dans un boulot un peu sérieux. Puis ça a duré 1 semaine. Et puis au bout d'1 semaine, j'ai acheté un van, je suis partie en voyage. Et là, j'ai enchaîné plein de boulots. Faut pas hésiter à faire des petits boulots qu'on ferait pas forcément en France. Parce que ça donne une super bonne expérience et puis on rencontre plein de monde. Donc j'ai commencé par être bouchère, charcutière, dans une charcuterie en Australie. Moi qui mange pas de viande, c'est génial. Et là, en fait, on s'est jamais fait autant de fric de notre vie. Je m'en suis encore jamais fait autant en si peu de temps. Parce qu'on était payé $1 le bol de paille, enfin la botte de paille. Et on avait 2000 à ramasser, tout ça payé en cash. J'ai gardé des enfants. Je me suis occupé du transport en bus des enfants pour le lycée franco-japonais. Et j'ai travaillé dans un hôpital de koala aussi. Voilà. Et quand le mec, à la fin, au bout de 10 jours, il te donne $1650 en cash et qu'il est là, 1, 2, 3, $1000, you're happy? Yes, I am happy. Cuisinière, ce qui me faisait quand même pas beaucoup rêver sur le bateau, ça a été mon expérience la plus folle parce que j'étais pendant 12 jours sur la Grande Barrière de Corail à faire à manger à 5 personnes dont moi et à rien dépenser et être avec des gens absolument incroyables et à me faire réveiller le matin par une baleine, à nager avec des tortues, enfin voilà quoi. Et ça c'était mon job. Donc c'était quand même cool.
J'étais à Quinte, j'ai inondé la ville de CV, mais il n'y a pas un bar ou un resto qui n'avait pas mon CV, tu vois, et je repassais tous les jours ou tous les 2 jours pour relancer. Mais c'était une période morte, donc pour bosser, c'était galère. Pour trouver un job au Japon, ou même en Corée, hein, parce que ça va être la même chose, faut pas rechigner à la tâche. Et au bout d'une semaine, j'avais pas de réponse et ça m'a saoulée. Je me dis, bon, ça sert à rien de rester là. Et directement, je suis partie vers la facilité dans les fermes, quoi. Et c'est là où j'ai rencontré Romain. Je me suis fait draguer je ne sais combien de fois quand je donnais des cours de français. On a fait une vidéo un peu rigolote où je me suis habillé en surfeur, j'ai mis une perruque, j'ai pris une planche de surf. Et au début, c'était un délire entre potes. J'ai fait quelques petits gags dans la ville. Et en fait, on n'avait pas du tout prévu le coup, mais cette vidéo a pris une proportion énorme sur Internet. Et en fait, ce délire-là est devenu notre délire principal parce que ça nous a permis de faire le tour de l'Australie. On a créé un blog, on a mis des vidéos, on en a tourné d'autres, ça s'est transformé en un site Internet. Et puis là, on a même eu des sponsors qui sont venus nous voir en nous disant « Voilà, c'est marrant ce que vous faites, on aimerait en voir plus ». Et en fait, avec ces 2 potes-là, finalement, on s'est retrouvés à voyager pendant 2 ans en Australie avec Surfing Steven, qui était le nom du personnage. C'est devenu une émission télé. Et le but, c'était tout simplement de faire le tour de l'Australie, partir à la découverte de paysages magnifiques, la rencontre de gens du monde entier. Tout ça en s'éclatant, en s'amusant et en profitant de l'Australie. Des expériences de vie parsemées de rencontres inattendues dans un décor exotique. Le tout avec une simplicité déconcertante. C'est ça, la recette de l'aventure en Working Holiday. Ma plus belle rencontre, pas prévue, ma femme, celle qui est devenue ma femme dernièrement, c'était il y a 2 ans. Je lui donnais des cours de français et petit à petit, c'est passé des cours de français à ma femme. Voilà. Il s'est avéré qu'on était dans l'un des quartiers les plus riches de Melbourne. On a commencé à cuisiner notre petite omelette et quelqu'un est sorti de sa maison. Et donc notre première réflexion a été et merde, il va nous virer en fait parce qu'on est devant sa maison et il apprécie pas ça quoi, ce qui aurait pu être normal. Et finalement, il a commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait et il est rentré dans sa maison, il nous a ramené une bouteille de blanc et 2 bières généreusement quoi. Et il s'est avéré que ce gars-là en fait était un architecte, l'un des architectes les plus connus de Melbourne. Et on voulait rester avec lui mais on pouvait pas parce qu'on commençait à plus du tout avoir d'argent. Et on lui a dit vraiment on aimerait rester à Melbourne mais on peut pas parce qu'on a plus d'argent. Et il nous a dit tu veux vraiment travailler ? T'es sûr que tu veux travailler ? T'es prêt à creuser ? Eh ben demain à 8h, tu travailles pour moi. J'étais en van et le soir, je voyageais avec des gens et on cherchait un endroit pour poser le van. Et on est en plein milieu des vignes. Et on voulait pas le faire à la sauvage, on avait envie de se garer dans un endroit un peu cool. Et donc on va toquer à la porte d'une maison et la nana nous dit pas de soucis, mais mettez-vous dans le jardin, faites comme chez vous, qu'on s'installe dans le jardin. 1 heure après, elle arrive avec une vasque, avec plein de pétales, je sais pas quoi, de l'eau et des bougies flottantes, des bouteilles de vin et des verres. Et je lui dis mais c'est super gentil, mais pourquoi tant d'accueil et tant d'attention ? Elle nous dit bah voilà, je peux pas rester avec vous ce soir et j'aurais bien aimé discuter avec vous, j'adore les voyageurs, moi aussi j'ai voyagé quand j'étais jeune, etc. en Europe. En revanche, ce soir il y a une éclipse lunaire et j'ai envie que vous soyez bien pour regarder l'éclipse lunaire. Et on savait même pas qu'il y avait une éclipse lunaire. Je suis arrivée, au moment où j'arrive et que je pose mes affaires et que je vais dans la cuisine avec tout le monde, je vois Romain et là je me dis non, c'est un truc de fou. Mais c'est con, hein, je sais que c'est kitschouille à fond, mais c'était marrant parce que je suis allée voir Jérém, mon pote, et j'ai fait il y a un nouveau mec. Il m'a dit oui, bon c'est bon, il y en a qui arrivent souvent aussi des nouveaux mecs, mais je fais ouais, mais il a l'air bien. Et donc je me retrouve à sa table et en fait on s'est mis à discuter, on avait pas mal de points communs et voilà, après de fil en aiguille. Et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans et demi, ouais, c'est ça. Quand rien n'est prévu, tout est possible. C'est cette part de hasard qui garantit le sentiment d'aventure. Mais parfois, les choses ne se passent pas vraiment comme on l'aurait espéré. Les dangers, les défaites, les moments de blues font aussi partie du jeu. Et l'autre vraiment gros plan galère, c'est quand même qu'on s'est fait tout braquer dans le van 1 semaine avant de rentrer. Et c'était pas en Australie, c'était en Nouvelle-Zélande. Et là, je me suis fait voler mon ordinateur, mon appareil photo, toutes mes photos de voyage. Tout. Je me suis tout fait voler. J'avais plus rien. Et dans la nuit, j'ai décidé de sauter en parachute. Donc le lendemain matin, à 9h, je suis allée sauter en parachute en me disant ils n'ont pas volé ma liberté de sauter. Et je suis allée sauter en parachute. Ça m'a coûté plein d'argent, mais j'en avais rien à faire. Voilà.
Il y a un moment dur aussi, très dur que j'ai vécu en fait, donc c'était avant de rencontrer Chloé, c'était entre Melbourne et Adélaïde. Donc j'ai cherché des gens pour faire le voyage avec moi, donc j'étais seul à l'époque, et je suis tombé sur une Allemande et une Autrichienne, et on s'est dit bah vas-y, on veut partir à Adélaïde tous ensemble. L'Autrichienne avait une voiture, donc on a embarqué tous les trois, on a fait la Great Ocean Road, et en fait on s'est pas du tout entendu. Et au final, les deux filles m'ont largué sur le bord de la route. Elles m'ont dit tiens, tu prends ton sac, tu dégages, on en a marre de toi, tu te démerdes. Malheureusement, mes plans ont été un peu bouleversés parce que mars 2011, c'est là où il y a eu la catastrophe nucléaire avec le tsunami, donc Fukushima. Donc, moi et certaines de mes amies, on a préféré plutôt partir quelque temps dans le sud du Japon plutôt que d'abandonner tout ce pourquoi on était venu en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'était des plans qui n'étaient pas prévus, des dépenses qui n'étaient pas prévues, mais qui nous ont permis de découvrir une autre partie du Japon et une autre facette des Japonais. La première fois que tu vas aux poubelles, on va dire que tu prends un coup dans ta fierté personnelle, quoi. Tu te dis putain, quand ma mère va savoir que j'ai fait les poubelles ce soir, elle va me payer le billet d'avion pour que je rentre direct, quoi. Et en fait, tu vas derrière les carrefours, souvent les poubelles sont grandes ouvertes. Il faut savoir que tu as des poubelles entières qui sont remplies de fruits et légumes, de viande. Au bout d'un moment, tu connais les horaires en fait, à quelle heure ils vont jeter la nourriture. Ce qui fait que tu as juste à la prendre des poubelles, elle est toute fraîche, elle est parfaite, il n'y a aucun danger pour ta santé. Et pour te dire, on a 10 fois mieux mangé en fait en faisant les poubelles qu'en achetant notre propre nourriture. Parce qu'en l'achetant, finalement, on mangeait que des noodles et rien de plus, quoi. C'est pas grave, quoi. Je veux dire, ça va, t'es en Australie, il fait beau, demain tu vas te lever, et il sera 5h30, et t'auras le soleil qui est là, quoi. Et tu penses juste à tes potes, là, en France, où il pleut, où ils sont en galère, où c'est l'hiver, et t'as de suite le moral qui revient, quoi. Et tu dis, c'est bon, y a pas de stress, quoi, y a pas mort d'homme, quoi. Si voyager, c'est commencer une histoire, dans un décor tout neuf, avec de nouveaux personnages, il y a aussi un moment où il faut tourner la page. Cette étape, c'est le retour en France. Le retour en France, c'est une grosse baffe. Oh, t'exagères. Ah si, c'est une grosse baffe. Alors là, tu rentres, bon, t'as plus d'affaires, t'as plus d'appart, donc t'as plus de chez toi. Donc tu retournes chez tes parents. Donc il y a la première phase, il y a le premier effet qui se coule où t'es accueilli en héros par ta famille, tes amis, ta copine, tu racontes tes histoires, tu montes tes photos pendant un mois et demi, t'es encore à fond dedans. Et puis après, voilà, c'est que chacun a sa vie, chacun a ses petits soucis, donc tes histoires d'Australie c'est bien beau, mais voilà, au bout d'un moment ils s'en foutent. Et puis après, toi tu commences à chercher du taf et en fait tu te rends compte que, comme on disait tout à l'heure, que trouver du boulot en France, c'est pas trouver du boulot en Australie, quoi. J'arrive à Paris pour trouver du travail, parce que c'est vrai que le travail, il est là, et je me retrouve à La Défense. Et La Défense, vraiment, t'es une fourmi parmi les autres, quoi. Et là, franchement, le choc est violent, en fait. Vraiment, le choc est violent, et quand il y est, et un matin, je l'ai fait, je me suis arrêté, quoi. Je me suis arrêté, et je me suis dit, waouh, mais je suis dans un monde de fou, quoi. Mais j'avais envie de repartir, j'avais envie de prendre le RER, direction Charles de Gaulle, prendre un vol et me dire, waouh, mais comme t'es bien, en fait, là-bas. Tu te retrouves en fait dans un environnement qui n'a pas évolué. Donc toi, t'as grandi, tu t'es nourri, et en fait, il s'est rien passé pendant l'année où t'étais partie. C'est ça, il faut réapprendre à vivre en France. Et c'est très difficile. Je pensais avoir un peu de mal à me réhabiliter au mode de vie justement français, en plus parisien, à la grisaille parisienne, aux gens, le cliché des gens un petit peu moins souriants. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé du travail très rapidement. Donc, j'ai vraiment gardé le bon souvenir de l'Australie et les aspects positifs. Je pense que ça m'a changé aussi en tant que personne. Mais ça s'est plutôt bien passé, ouais. Tout voyage est un peu initiatique. Une quête d'identité. On mise sur soi, on s'explore, et en même temps on explore l'ailleurs. Loin de l'influence des autres, de son cercle, on grandit, on s'ouvre, on change, on se perd, et on se retrouve. Rien de mieux pour apprendre à se connaître, à prendre les bonnes décisions, et très souvent, à découvrir ce qu'on veut vraiment faire de sa vie.
Alors en fait, quand je suis parti en Australie, je suis parti avec pas mal de questions et je suis revenu avec des réponses. Donc c'est ça qui a été très positif pour cette expérience. Je savais pas trop où j'allais, je partais à l'aventure, j'avais un besoin de changement de vie. Et en fait, sur place, j'ai appris sur moi-même, j'ai appris sur les autres. Je reviens donc avec plein de souvenirs, mais avec surtout pas mal d'ambition. Et maintenant, je pense vraiment savoir où je vais. J'avais vraiment envie de partir à l'étranger et j'étais super contente de rentrer aussi. Et d'ailleurs, aux entretiens, je parlais de tout sauf de travail. On parlait d'Australie. Dès que je disais aux gens que j'étais partie en Australie, ils étaient « Waouh, mais c'est dingue, vous avez fait quoi ?» Et là, je pouvais leur raconter qui j'étais au travers de mon voyage. Ta capacité à prendre des risques, à gérer un budget, à trouver du boulot, à te gérer toi-même, à vivre en autonomie et tout ça. Donc ça, c'est quand même des choses que tu développes avec le voyage et qui sont assez rassurantes pour un employeur, en fait. La Terre, on la voit beaucoup plus petite qu'avant. Avant, on imagine l'Australie, c'est vraiment à l'autre bout du monde, c'est super loin, mais finalement, c'est pas très loin, on est en 24 heures. Non, c'est vrai, on a arrêté de fumer au Canada. Arrêté de fumer au Canada, parce que personne fume. La différence entre avant, comme la façon dont moi je vivais avant sur Paris et après, genre avant je courais après le métro comme un dingue, alors que maintenant, en Australie, t'apprends aussi à être easygoing et à lever le pied et à vraiment vivre tranquillement, quoi. Quant à moi, la curiosité me dévore depuis que je suis rentrée. J'ai soif de découverte. Certains disent que j'ai eu de la chance de voyager, mais j'ai choisi de vivre mes rêves. Alors ce matin, j'ai décidé de suivre mes envies, de faire mon sac et de partir autour du monde. Destination ? On verra. Le conseil pour les gens qui hésitent à partir, d'arrêter d'hésiter, de se lancer, que dans tous les cas que ça se passe bien ou que ça se passe mal, parce que tout se passera pas bien. Mais le principal, c'est de se lancer et de n'avoir aucun regret. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être leur dire « Ah, l'Australie, c'est loin », ou leur dire « Ah, mais c'est dangereux », ou leur dire voilà, tendre à leur mettre des bâtons dans les roues. Moi, je serais plutôt de l'inverse, à leur dire « Allez-y, vivez le truc à fond, ça va être une aventure et ça sera une belle aventure ». Je me suis rendu compte que si tu restes plus de 6 mois dans un pays, tu as plus de temps pour découvrir la culture, t'imprégner du mode de vie local, de te faire des amis, de créer un réseau social et compagnie, et donc d'avoir une expérience plus enrichissante. Donc c'est pour ça que je pense qu'un PVT, c'est une excellente opportunité à ne pas rater. Renseignez-vous là où vous voulez aller, quoi. Parce que nous, quand on entend des gens dire je vais aller au Canada, là où il y a la montagne, et je vais aller à Montréal. Il n'y a pas de montagne à Montréal. À Montréal, il n'y a pas de montagne. Et après, les Appalaches, c'est très loin dans l'horizon. Hein. En plus, si t'as 28 ans ou si t'as 29 ans, mais cours, vas-y, il te reste plus qu'un an. Le seul truc qui peut faire peur, c'est de pas revenir, quoi. tellement on est bien. Ouais, c'est ça. J'ai estimé que c'était à l'instant T. Ok, de toute façon, quand tu l'as dans ta tête, il faut le faire. Faut pas hésiter à le faire parce que c'est une super expérience et culturellement, mais aussi psychologiquement, c'est aussi une très bonne expérience pour soi-même. C'est l'école de la vie, hein. Donc faut le faire, si tu peux le faire, si t'as la santé, si t'as l'occasion de le faire, faut le faire, faut partir à fond. Et bien sûr, je dis à tout le monde de prendre l'assurance Shapka, because with Shapka, you're going to be safe before you get eaten by sharks.